voulais d'abord commencer par vous remercier d'avoir fait le déplacement, de nous suivre encore. Nous étions là la semaine dernière pour la conférence inaugurale. Aujourd'hui encore, ça fait plaisir de reconnaître certains visages, d'en voir de tout nouveau. Et brièvement, pour ceux qui n'étaient pas là pour la conférence inaugurale, ce que nous essayons de faire avec cette académie, c'est justement de revisiter le hip-hop. Pas simplement tel qu'on le connaît ou tel qu'on l'a connu sur des chaînes comme MTV ou BET, sur Trace TV, mais vraiment d'aller au fond. Parce que justement, il y a de larges pans du hip-hop qui ne sont pas médiatisés, qui ne sont pas couverts, parce que un peu moins sexy, parce que ce sont des parties qui sont très belliqueuses, ce sont des parties qui s'attaquent à des choses sérieuses, des choses que les médias n'ont pas forcément envie de mettre, en tout cas à la disposition du public très souvent. Donc, c'est une session qui s'intéresse beaucoup à l'engagement des artistes, à la démarche des artistes hip-hop, mais aussi à l'esthétique du hip-hop. Et je crois que nous avons commencé cet après-midi la session avec Y'en a marre, et ça a été un bon prétexte pour nous de voir justement comment Y'en a marre a utilisé l'artistique pour servir la cause politique. Parce que nous oublions très souvent ces dimensions-là quand nous parlons de Y'en a marre, par exemple. Tout le monde focus sur le côté politique, alors qu'il y a eu un travail artistique derrière, sur les slogans, sur la façon de s'habiller, sur les bonnets. Il y a des significations à tout ça. Il y a eu un impact sur les populations avec ces accessoires-là. Donc, c'est vraiment ce que nous essayons de faire dans cette session. Un artiste comme Mr. Ambassador qui vient du Ghana, par exemple, va s'intéresser à l'identité, comment la question identitaire est traitée par le hip-hop, en tout cas comment est-ce qu'elle se manifeste. Est-ce que le Ghanéen qui vit au Ghana, qui est né et a grandi au Ghana, l'artiste ghanéen a la même sensibilité, la même compréhension que l'artiste ghanéen qui est né et vit aux États-Unis et qui a tout ce background culturel ghanéen. Donc, avec Jenny, depuis hier, nous avons travaillé sur les politiques culturelles et comment est-ce que les hip-hop, justement, établit ce rapport avec le législateur pour justement créer ce cadre politico-culturel dans lequel finalement le hip-hop se retrouve, le cinéma. Avec Olivier Cachin, justement, nous allons aussi revenir sur le rapport de l'art français. Donc, je crois que toutes ces informations sont disponibles dans le booklet. Et dire aussi que nous avons des fellows avec nous, ils sont 6, ils sont au nombre de 6. Nous en avions 8. Malheureusement, un ne s'est pas présenté parce qu'il a perdu son passeport. Du coup, on s'est retrouvé avec 7. Et le fellow sénégalais n'a pas pu se libérer pour la session. Et ce que nous avons, en fait, sont tous venus avec un projet. Chacun d'entre eux a un projet avec lui, un projet qui est soit culturel, certains projets sont beaucoup plus sociologiques que culturels, mais en rapport avec la culture. Et ce que nous essayons de faire, justement, c'est de les confronter à des professionnels, à des chercheurs comme Jenny, qui partagent leur savoir, qui regardent et échangent sur le projet, les aident parce que ce sont de jeunes étudiants, de jeunes artistes qui ont des projets culturels et nous les aidons justement à ce que ces projets soient beaucoup plus pointus. Beaucoup de questions leur sont posées par rapport à leur projet. Eux-mêmes échangent entre fellows sur le projet. Et donc, il y a tout cet environnement-là où, justement, ils peuvent avoir des inputs, où ils ont assez de recul par rapport à leur projet. Et c'est ça le but de cette académie, finalement, de faire ressortir de jeunes artistes, qu'au sortir de cette académie, qu'ils aient l'esprit beaucoup plus pointu par rapport aux choses sur lesquelles ils travaillent. Mais pour aujourd'hui, nous avons Dr. Jenny Baye, qui est ici.
il y a tellement de choses à dire sur elle. Jenny est maître de conférence au Centre pour la culture et les industries créatives à la City University of London. Et elle a pour thématique de recherche la musique populaire urbaine et les économies culturelles en Afrique subsaharienne. Et dans ce cadre, Jenny collabore depuis plusieurs années avec des réseaux qui sont en Afrique, comme le réseau Artérial, pour qui elle participe à la réflexion, fait des propositions justement allant dans le sens de changer les politiques culturelles en Afrique. Elle travaille aussi, elle fait beaucoup de volontariat pour les festivals en Afrique, qui lui permettent aussi d'être confronté à son sujet, d'apprendre des choses, de faire des suggestions aux acteurs culturels. Donc c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas simplement à son université, à ses étudiants. Elle va effectivement sur le terrain et moi je l'ai connue en 2007, alors que je faisais avec Roman, avec Awadi, Bidi, d'autres artistes ivoiriens, maliens, nous faisions une tournée pour la promotion des droits de l'enfant en Afrique de l'Ouest et elle nous a accompagnés, la boîte de médiation culturelle Accent Multiple qui s'occupait de ce projet, qui était à travailler pour eux. Mais tout ça justement, c'était dans le cadre de ses recherches aussi. Et elle travaille aussi beaucoup pour l'UNESCO sur des questions culturelles en Afrique et notamment elle est membre du groupe d'experts sur la Convention 2005 de l'UNESCO. Elle est aussi évaluatrice externe pour son réseau de villes créatives. Elle est également membre du groupe de travail sur les politiques culturelles du réseau panafricain Artérial, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, sans plus tarder, Dr. Jenny Bailly. Bonsoir à tous. Merci Katie pour l'introduction. Comme dirait Mouna avec mon train commercial, on peut voir que je rougis un peu. Ça s'accorde avec ma jupe, c'est bien. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Un grand merci à la Raw Material Company et toute son équipe de fourmis ouvrières incroyables qui fait un super travail ici. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité. Merci à vous d'être venus ce soir et écouter ce que j'ai à partager. Comme Katie l'a mentionné, je suis dans la recherche, je suis prof à l'université et mes recherches se concentrent essentiellement, géographe de formation, je m'intéresse aux questions de l'espace culturel et de l'espace urbain. Et en fait, cette réflexion-là m'a amené à porter un regard particulier à un mouvement de cultures urbaines qui est le mouvement hip-hop, de par son ancrage dans le réel des sociétés dans lesquelles il s'inscrit, et de par sa dimension régionale, continentale, sa dimension transfrontalière qui dépasse les frontières nationales et puis qui peut unir une communauté d'intérêt au-delà d'un dit territoire national. Quand je parle de culture, je parle, et son rapport avec la ville, c'est vraiment les trois thématiques, culture, créativité et développement du territoire urbain. On voit de plus en plus comment la culture et la créativité sont utilisées dans des logiques de développement du territoire, que ce soit pour promouvoir, on parle beaucoup de marketing urbain, et comment la culture devient véritablement une force de proposition et une force de revitalisation dans les villes. Culture qui est aussi génératrice de savoir, de connaissances, d'expériences, et ça encore, le hip-hop nous a beaucoup enseigné là-dessus. Quand j'ai pu essayer de réfléchir à une vision un peu systémique, un peu élargie du hip-hop, et je me rends compte qu'il y a vraiment une capacité certaine de ces participants, de ces opérateurs, à créer de manière autonome, en faisant fi des contraintes. Et on en parlait
dans ces 2 jours de séminaire avec les étudiants, je ne suis pas prof, ce sont des jeunes créatifs, avec les jeunes créatifs, on parlait de l'importance de un peu ce leitmotiv, de ce motto, it's not where you're from, it's where you're at. Et donc l'importance de penser et de faire à partir de là où on est, en dépit des contraintes. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais proposer une réflexion autour de cette problématique-là. Penser l'hip-hop en tant que culture politique, comme Katie l'a rappelé, c'est quelque chose qui est très présent dans notre société, qui est très présent dans l'histoire du hip-hop en général. Cette capacité de développer un discours politique, de participer aux questions d'actualité à travers l'esthétique, pouvoir commenter, pouvoir apporter un commentaire critique sur ce qui se fait, ce qui est dans la société. C'est ce que j'appelle véritablement culture politique. Et politique culturelle, c'est encore une fois, et là c'est un peu amener une vision de politique culturelle qui va dépasser celui des institutions publiques, celui des gouvernements, ceux des politiciens, et rappeler qu'en fait, le citoyen peut, et de fait a su démontrer comment il participe à ces questions qui le concernent, et il informe et il nourrit le cadre qui encadre ces pratiques. Donc véritablement, voir à la fois cette proposition d'esthétique musicale, artistique, visuelle, qui a un discours alerte, et à la fois comment ce discours peut participer à la redéfinition de la chose culturelle dans un territoire. Une petite parenthèse, je suis très émue parce que, à la fois très fière d'être là pour une raison principale, c'est que ce travail, j'en parle à travers le monde, dans différents lieux, où je réfléchis ces dynamiques qui se passent chez moi, à la maison, et en fait, aujourd'hui, c'est une première que je partage avec vous. Donc, n'hésitez pas, fire back, comme on dit, s'il y a des interprétations qui divergent. On a parlé aujourd'hui de l'importance d'avoir des perspectives multiples. C'est avec grand plaisir que je les accueille. Mais mon plaisir véritablement de partager aujourd'hui cette réflexion au Sénégal. Ça me plaît. Quand on parle de culture politique, et on parle de culture politique urbaine, là je fais une dédicace à quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur ces cultures-là, et qui, au cours d'une conversation, quand je faisais ces recherches, m'a rappelé comment être hip-hopper, c'est aussi être un développeur. Et il est important de à la fois reconnaître une certaine disjonction d'une partie de la population, aux questions qui les concernent, mais à la fois la capacité d'engager parce que concerné, parce que ce sont des questions qui impliquent et ont un impact directement sur cette tranche de la population. Donc disjonction sociale et jeunesse urbaine, quelque chose qui, en fait, est généralisé au continent. On voit véritablement le poids démographique de la jeunesse sur notre continent comme un des éléments spectaculaires de nos sociétés. On voit à côté de ça également un discrédit généralisé de l'État. Un discrédit généralisé de l'État de par ses tendances partisanes et de par ses tendances clientélistes. Il y a dans ce sens à la fois une centralisation politique, économique dans les mains de peu et qui se disjoint, qui se détache, si on veut, d'une promotion de la démocratie, d'une promotion de la participation citoyenne. C'est dans ce contexte, en fait, que je cadre ces disjonctions sociales de la jeunesse urbaine.
Elles ont une histoire au Sénégal. On a pu, la semaine dernière, avec Katie, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais je viens de l'indiquer, de par ma main qui se balade. Une histoire, que ce soit à travers le 7-7A dans les années 80, que ce soit également le mouvement des Navetas et le mouvement des ASC, le mouvement ensuite qu'il fallait, on voit qu'il y a eu différentes opportunités saisies par la jeunesse pour s'inscrire dans un territoire où on les mettait, on les marginalisait, où on ne les impliquait pas aux questions qui les concernent. Plus récemment, 2011, bien évidemment, le mouvement Y en a marre, le mouvement et son idéal de nouveau type sénégalais, encore une fois, réaffirme la capacité de speak back, de répondre à une marginalisation, de répondre à une déconnexion, de répondre à une disjonction. Et de répondre, en fait, en déployant cette culture politique, que ce soit à travers une esthétique visuelle, lyrique, donc par les textes parolières, et musicale. Et cette accentuation, ou l'accent qui est mis dès lors sur l'importance de responsabiliser et d'impliquer et d'engager le citoyen, dans sa grande majorité, au processus démocratique qui les concerne. Culture politique, il y a un linguiste qui s'appelle Henri Méchonic, qui a écrit La politique du rythme, et qui va, à travers le rythme, à travers ces dynamiques sonores, rappeler l'importance de la forme sujet, c'est-à-dire cette capacité de, à travers une musique, à travers un son, à travers une expression artistique, pouvoir inscrire une individualité spécifique, une individualité selon ses termes et selon ses conditions qui nous sont propres. Ce concept qui développe de forme sujet. Un autre concept qui reflète un peu cette capacité de réinscrire des individualités de la marge, des individualités mises de côté, ça va être à travers cette écriture de la voix. Inscrire par mon esthétique ma présence sur ce territoire, ma présence dans cette société, ma présence dans ce monde, selon mes termes, selon mes conditions. Donc c'est inscrire véritablement, encore une fois, un discours de l'ordre du politique au sein même de ces pratiques artistiques. Ce qui a été amplement discuté, je crois, cet après-midi, avec Y en a marre. Et non seulement c'est s'inscrire, mais c'est aussi appeler à un certain engagement, appeler à une certaine responsabilité qui va aussi dépasser l'individu. Je parlais l'autre jour aux jeunes créatifs, aux jeunes fellows, des deux codes qu'on retrouve systématiquement dans le hip-hop, qui sont le challenge, le dépassement de soi, avoir le meilleur flow, la meilleure pose, savoir se distinguer, se singulariser de par son art, donc cette notion du challenge. Et le deuxième code que l'on retrouve, c'est cette notion aussi de représenter. Et donc, quand je ne parle pas que de moi-même, même si je parle de mon expérience ancrée dans un réel, mais je parle au nom de. Je parle, et ça c'est un sociologue qui nous le rappelle, Bruno Latour, le jeu, en quelque sorte, il est légion. Le jeu me dépasse, le jeu est collectif.
Et ce rapport est assez important pour penser le hip-hop en tant que culture politique. Il y a un engagement, une responsabilité qui dépasse l'individu. En quelque sorte, on s'affirme, ces acteurs s'affirment comme des intermédiaires, des médiateurs, des brokers, comme on dit en anglais, qui, en marge des voies institutionnelles du discours démocratique, rappellent la présence d'une frange de la population peut-être oubliée. Un engagement citoyen qui, comme le journal Rappé, le JTR, le journal télévisé Rappé, ou l'expérience de Y'en a marre avec ses collaborations, que ce soit en DRC, en RDC, ou que ce soit au Burkina, rappelle que ça dépasse les frontières. Dépasse donc les frontières et en quelque sorte, de ce fait, est ce que j'appelle transfrontalier. Il y a une collaboration qui se fait, encore une fois, une communauté élargie, pas forcément d'intérêt, mais oui, d'intérêt aussi, mais une communauté d'affect, quelque part. À retenir surtout, c'est que ces pratiques alternatives initiées en marge des voies institutionnelles du discours démocratique participent activement à une conscience renouvelée de la citoyenneté, à se penser en tant que citoyen de manière nouvelle, novatrice et dans un ensemble élargi qui dépasse les frontières d'un territoire national. Ce sont des pratiques politiques alternatives qui sont à la fois locales et transfrontalières et qui reconnectent, on le voit bien avec le JTR, mais également avec l'expérience yangarariste. Est-ce qu'on peut utiliser un adjectif? Moi, je suis néologiste. Je fais des néologismes à répétition. Je crée et j'invente des mots. J'ai inventé l'adjectif yangarariste. Ça marche? Merci. Donc, ces pratiques politiques alternatives, à la fois locales et transfrontalières, qui vont reconnecter par un discours populaire, une vernaculaire accessible, mais pas pour autant populiste, qui va reconnecter ainsi les oubliés de l'espace politique, les déconnecter des institutions publiques. Culture politique. Oh, j'avais oublié d'appuyer. C'est fait. Ce qui est intéressant, c'est que ces pratiques alternatives, et je prends le cas du JTR, pour moi, sont d'autant plus attrayantes qu'elles se saisissent des moyens technologiques qui aujourd'hui font le produit musical à un niveau mondial. C'est important, non seulement quelque chose que Katie répète souvent, ce souci du détail, mais d'avoir un produit de qualité qui peut traverser les frontières. Et on le voit bien avec l'expérience qui s'en est suivie du journal Bayé, du journal récemment qui a eu également en Mauritanie, le Chitali, exactement. Ce sont des formats qui peuvent être appropriés, peut-être pas appropriés, parce qu'il y a une question dérangeante avec l'appropriation culturelle, mais en tout cas qui peuvent être traduits dans différents contextes et du coup qui peuvent circuler plus aisément. En quelque sorte, ces pratiques esthétiques et ces pratiques de culture politique ont aussi bien un bagage politique fort, mais également un bagage esthétique puissant. Politique culturelle, et j'ajoute de facto. Alors, j'enseigne la politique culturelle. Et une des questions qui revient régulièrement, et une des réponses que j'apporte d'entrée de jeu dans mes cours, c'est de rappeler que quand on parle de politique culturelle,
on ne parle pas forcément d'un document joli, écrit, politique culturelle, nous avons quelque chose qui dit où est-ce qu'on va. Politique culturelle, c'est avant tout une vision. C'est avant tout une vision accompagnée d'un mode d'intervention. C'est à la fois une vision, une compréhension, un programme, une philosophie par rapport à un secteur donné, qui s'accompagne de stratégies, qui s'accompagne d'actions programmatiques qui s'accordent à la vision déployée. Quand on parle de politique culturelle, c'est important de rappeler également la double nature du produit culturel, du bien culturel, du service culturel. J'aime cette notion de concevoir le bien culturel comme une marchandise extraordinaire. Elle est ordinaire parce qu'on peut la vendre, on peut l'acheter, on peut l'échanger, on peut commercer avec. Mais elle a cette extra parce qu'elle est emplie en son sein de questions identitaires, de sens, de signification. Je ne vends pas juste une voiture, je vends un peu de moi. Et c'est important de se rappeler cette notion quand on parle de politique culturelle, parce que à la fois on soutient la créativité esthétique, à la fois on soutient le produit de ces expressions artistiques, mais on soutient également des manières de vivre ensemble. Et c'est aussi le côté un peu tendancieux de la chose culturelle pour le législateur. C'est quelque chose de très large, quelque chose de complexe. En Afrique de l'Ouest, on a beaucoup hérité, en fait, surtout en Afrique de l'Ouest francophone, au point de vue institutionnel, d'un héritage du modèle interventionniste français. On conçoit le domaine, le champ culturel, comme un secteur dont la gestion, dont l'organisation relève essentiellement de pouvoir public. On en discutait aujourd'hui par rapport à la politique culturelle des États-Unis. On pourrait croire qu'il n'y a pas de politique culturelle aux États-Unis. Il y a une politique de ne pas avoir de politique. C'est une politique. C'est une politique non interventionniste. On considère aux États-Unis que le bien culturel n'est pas de l'ordre de la responsabilité étatique, ni fédérale, ni provinciale. Province, ça c'est le Québec. Ni fédérale, ni des États. C'est un choix et c'est une politique en soi. Comme je disais, en Afrique de l'Ouest, on a hérité d'un modèle qui considère que la chose culturelle relève essentiellement des pouvoirs publics. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, historiquement, on a considéré la chose culturelle comme un échec marchand. C'est quelque chose c'est un secteur qui ne peut pas survivre par lui-même. C'est un secteur qu'on ne conçoit pas comme un marché véritablement. Ou en tout cas, historiquement, c'est le bagage qu'on traîne. Ça implique une vision très claire au point de vue de l'intervention dans ce secteur de par les pouvoirs publics. Au niveau opérationnel, on se rend compte que en Afrique de l'Ouest, et en fait en Afrique francophone, le secteur culturel et le secteur de la culture, des arts et de la culture a essentiellement cru s'accroître, s'est essentiellement développé sous l'action de micro-entreprises, avec en grande majorité des autodidactes, parce que les établissements de formation aux professions actuelles du champ culturel ne sont pas toujours présentes, d'où des formations qui sont organisées, encore une fois, par des micro-entreprises ou des associations, des organisations de la société civile, et que, en ce sens, le hip-hop a véritablement été, au Sénégal, un fer de lance à développer, quelque part, cette politique culturelle de fait,
parce que, ayant une vision et ayant développé des actions structurantes pour ce secteur. Et nous avons Amadou Falba juste à côté, Africulture Urban et plus récemment la MCU sont des exemples très parlants de cette expérience-là. Alors forcément, lorsque c'est la société civile qui s'organise, les logiques sont différentes. Et ce que j'ai pu observer à partir de l'expérience hip-hop, ça va être ce que je nomme une sorte de gouvernance communale. Alors pas communale, la commune, la collectivité. Communale dans le sens un bien commun, un collectif. On s'auto-organise, on s'auto-gère et on fait ça non pas à partir d'un esprit concurrentiel, mais véritablement un esprit quelque part de solidarité et une volonté de participer au bien commun de ce secteur-là. L'expérience du partenariat entre Festa 2H et Assalamu Alaikum Festival à Nouakchott illustre véritablement ce type d'esprit non concurrentiel, cet esprit de collaboration, cet esprit d'auto-organisation et d'autogestion réflexive. Quelque chose qui, encore une fois, ne date pas d'aujourd'hui, puisque mon intérêt pour les cultures urbaines et puis mon intérêt pour le hip-hop en particulier a émergé dans un contexte bien particulier. C'était celui où, il y a 10-15 ans de cela, le seul moyen pour un artiste ouest-africain de tourner en Afrique de l'Ouest, dans sa sous-région, c'était en fait à travers un réseau institutionnalisé qui était les CCF. Et une alternative avait émergé de manière un peu spontanée, organique, qui était celui de différents festivals hip-hop à travers toute la région, qui allaient s'échanger des artistes, recommander des artistes, et qui offraient, même si de manière informelle, en tout cas une alternative pour les artistes de musique urbaine de tourner au sein de leur région. Donc véritablement, encore une fois, une coordination qui est intrinsèquement positive, qui part d'une... Je parlais d'affect tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas, en parlant de politique, dissocier l'affect. Ce serait se leurrer. Encore une fois, si on parle d'une vision, on parle d'une certaine philosophie, on parle de certaines valeurs placées à certains endroits, dans un contexte de ressources qui ne sont pas infinies, et qu'on choisit d'investir dans certains secteurs plutôt que d'autres. Donc, cette gouvernance communale, comme j'aime l'appeler, c'est véritablement rappeler qu'une économie de solidarité est possible pour un bien commun où la valeur économique et identitaire, le extraordinaire du bien culturel, du produit culturel, sont valorisés et sont investis de part égale. L'expérience de la MCU est pour moi encore une fois quelque chose que j'aime partager à l'extérieur parce que il y a eu ici une expérience pas forcément facile mais fastidieuse qui a abouti en tout cas et qui démontre en tout cas l'art de la gouvernance culturelle. Quand on parle de gouvernance, on ne parle pas forcément juste de gouvernement. La gouvernance, c'est quelque chose qui implique toutes les forces vives d'une société. La gouvernance, c'est cette capacité à travailler, à collaborer à travers les différentes factions d'une société publique,
privée, associative, et d'investir dans toutes les forces vives pour avancer vers une transformation urbaine, progressive, et qui progresse nécessairement par étapes. Dans ce contexte-là, deux choses. La mobilisation activiste est clé. La deuxième chose, c'est que la donnée temps est inéluctable. Il a fallu les 10 ans d'expérience d'Africulture urbaine pour que, et d'autres acteurs de la scène hip-hop, J-pop et bien d'autres, pour que les institutions publiques commencent à s'y intéresser et commencent à reconnaître à la fois l'expertise et la contribution de ce mouvement à la société en général. La gouvernance urbaine, encore une fois, parce qu'elle investit toutes les forces vives de la société, nous rappelle également l'impératif du partenariat, l'impératif de la collaboration. Quelque chose que j'aime à répéter, que ce soit en discutant avec les politiques, que ce soit en discutant avec les étudiants, que ce soit en discutant avec les opérateurs culturels, c'est qu'il est fondamental de partir de ce qui est plutôt de ce qui devrait être. Et dans ce qui est, l'institution publique a des capacités d'action que la société civile n'a pas. Elle a des devoirs et des responsabilités que la société civile ne peut endosser, mais la société civile, la société civile a également des capacités d'action, d'influence et d'information qui lui sont propres. Et donc le partenariat est essentiel parce que des forces, encore une fois, complémentaires, et celle de la société civile, qui est assez singulière dans sa capacité d'apporter des lectures alternatives de ce qu'est la société, ce que pourrait être la société, des imaginaires nouveaux, des visions nouvelles, mais également des perspectives autres. Dotées de ces perspectives autres, la société civile s'accompagne également d'un art de persuasion. Il est urgent, il est nécessaire de parvenir à traduire les urgences des citoyens auprès de ceux qui ont la capacité d'intervenir dans leur champ, dans leur lieu de vie. D'où, encore une fois, et pour moi, c'est pour ça que le hip-hop me touche aussi profondément, l'importance et la nécessité cruciale de s'ériger en citoyen alerte, en citoyen informé, en citoyen engagé, en citoyen, comme on dirait à Abidjan, affairez-vous, affairons-nous, parce que cela nous concerne, et réinvestir la notion de citoyenneté comme cette agora au sens grec du terme, cette agora publique, cette place, ce lieu pour et par les citoyens. Il y a des penseurs de politique culturelle qui sont aussi des penseurs de ce qu'on a appelé les cultural studies en Angleterre, qui sont Miller et Giudice qui lui est d'Argentine, établi maintenant à Miami, qui nous rappelle à quel point il est important d'apprendre à connaître le champ des politiques culturelles et d'intervenir en leur sein, parce qu'au final, ça fait partie de toute participation dans la culture. Et que parce qu'on est dans les contextes démocratiques dans lesquels on se situe, il est important d'ancrer la résistance également dans un processus d'institution. Il rappelle, la résistance ne va nulle part à moins de s'ancrer institutionnellement. J'ai fait référence à ce concept d'agora grec, et une des choses sur lesquelles je travaille
actuellement, c'est confronter un peu cet idéal de ville créative, smart city, dont on parle un peu à tout bout de champ, avec un concept qui serait un peu plus réel et un peu plus humain. Et c'est celui de police. La police, c'est cette assemblée de citoyens. Et cette police culturelle, pour moi, se pose en contradistinction avec le concept de ville créative, qui est déjà un concept plus ou moins importé d'un contexte particulier, un contexte occidental, un contexte du Nord, un contexte post-industriel, avec un terme peut-être aussi importé, hein, police, on n'était pas grec au départ, mais peut-être on l'était pas. Mais en tout cas, un concept qui pour moi permet de revenir un peu aux sources de c'est quoi la cité, c'est quoi être citoyen. Citoyen, c'est je fais partie de la cité, je fais partie de cette police. Et donc il est essentiel, plutôt que de mettre l'accent sur l'objet de marketing urbain, de culture instrumentalisée pour quelque chose, de mettre l'accent sur les sujets qui font cette ville culturelle. Et dans ce procédé, et à la fois de mettre l'accent sur ce sujet et quelque part de recalibrer les processus de transformation et d'imagination sur l'intérêt du citoyen. Il y a des urbanistes africains, beaucoup en Afrique du Sud, où j'ai enseigné pendant plusieurs années, qui ont pensé cette ville relationnelle, relational city. Ce sont des urbanistes qui travaillent essentiellement sur des questions de transport, sur des questions d'infrastructure, un peu plus le bâti, l'architecture, etc. Mais je trouve que ce concept de ville relationnelle peut tout à fait traduire l'intention que je porte dans cette notion de police culturelle. Une ville relationnelle qui, encore une fois, pourrait être pensée un peu comme une plateforme qui intégrerait de manière facile, plus ou moins rapide, en tout cas, qui comprendrait qu'elle n'est un écosystème viable que si elle travaille avec des fonctionnalités nouvelles, avec des partenariats nouveaux, avec des contributeurs nouveaux, avec des utilisateurs nouveaux. Ce serait une plateforme, une ville relationnelle, une police culturelle qui, encore une fois, en portant l'accent sur le sujet plutôt que les objets, intégrerait véritablement les communautés dans la conception et dans la production des arts de la culture pour le bien-être des citoyens. Katie a mentionné tout à l'heure que je suis évaluatrice externe pour le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Et je suis également, j'accompagne en tant que conseillère le programme de villes créatives africaines développé par le réseau panafricain Arterial Network. Je suis beaucoup plus fière du second que du premier. Pourquoi? Parce que pour moi, il parle de réalités qui sont beaucoup plus au fait de ce que l'on vit. Le réseau de villes créatives de l'UNESCO, parce que l'UNESCO est une institution intergouvernementale, donc elle travaille à travers les gouvernements, c'est son mode de fonctionnement, c'est sa contrainte. Pour les projets de villes créatives, passe d'abord par les pouvoirs publics locaux. Le projet de ville créative africaine développé par Arterial s'appuie avant tout sur les forces de la société civile. À Nouakchott, qui est une des villes dans ce programme pilote, c'est Monza, c'est Zaza Prod, c'est Salam Alaikum Festival qui est le fer de lance de ce projet. Pourquoi pour moi c'est d'autant plus pertinent? Parce qu'encore une fois, on le sait et on le répète, ceux qui font la chose culturelle sont bien plus au fait des défis, des potentialités et également des goulots d'étranglement à desserrer. Donc intégrer les communautés dans la production et la conception de ce que peut être
cette police culturelle. Pour moi, cet exemple de ville créative africaine, j'ai construit mes phrases en anglais. Les villes créatives africaines en démontrent, en apportent un exemple. Alors ça, c'est un peu un clin d'œil à une conversation que j'ai entendue à midi aujourd'hui. Cultiver nos villes. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel je bosse également. Comment on peut envisager ce nouveau type de plateforme, ce nouveau type de partenariat pour cultiver des villes nouvelles. Et je pense que c'est pas un hasard si culture et culture, culture d'agriculture, culture des arts est le même mot. On aurait à se rapprocher peut-être un peu de l'ancrage de nos territoires. En tout cas, si on parle de questions de valeurs, se ressourcer. Police culturelle, donc pour cultiver nos villes, à la fois pour penser des modalités nouvelles d'inclusion des créativités urbaines, encore une fois ceux qui font la chose des arts et de la culture, et penser à toutes les forces vives et à la nécessité d'impliquer toutes ces forces vives d'une cité. Un mouvement quelque part pour les opérateurs culturels, créatifs, artistiques de la société civile, un mouvement dialectique entre insurgence, ne pas être d'accord, proposer des visions alternatives, mais également institutionnalisation. Comment je vais quelque part m'assurer de la pérennité de ce projet que je propose. Il y a différentes organisations sur le terrain qui cherchent véritablement à construire et à gérer un domaine public. Je ne dis pas que c'est ce qui devrait être, je dis que c'est ce qui est. Et qu'on peut tout de même parvenir avec cette réalité qui n'est pas idéale, qui n'est ni idéale, parvenir à penser de nouvelles manières de faire ce politique. Encore une fois, changer peut-être la conversation sociale et la voie politique en investissant ces énergies de la société qui bâtissent de manière constructive sur les friches des politiques et des planificateurs urbains conventionnels. Et puis, penser des modes de production de la ville dans un contexte où les institutions publiques demeurent défaillantes, mais où leur rôle reste encore à jouer, avec un rôle de la société civile d'informer, de s'engager, de s'affairer. Merci. Alors je crois qu'il y a une séance de questions. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de résistance. Résistance. Et justement, bon, c'est vrai que ce mot, ça m'a un peu turlupé. Parce que quand j'essaie notamment de faire une certaine rétrospective, il y a par exemple certains auteurs qui ont travaillé sur les thématiques de résistance. Et nous savons qu'il y a notamment une certaine ramification sur la résistance pacifique ou bien passive et résistance violente. Pour exemple, justement, du fait notamment de nos sociétés qui se caractérisent parfois qui se caractérisent justement par un point paroxystique, notamment de problèmes, les auteurs justement essaient de s'ancrer dans ce concept. Il y a par exemple en Amérique, Henry David Thoreau, je pense, il a travaillé justement sur la non-violence. Que justement certains jeunes manifestants
héros après, comme par exemple Martin Luther King, notamment systématisé. Il y a également d'autres auteurs, comme par exemple Yanfo Ologwen au Mali, qui écrit un livre très très important qui s'appelle Le devoir de violence. Ou bien encore, le Martiniquais François Fanon, dans par exemple notamment de la terre, il parle justement de la violence comme étant un point de pharmacopée pour penser les répercussions sociales. Mais cependant, quand par exemple certains jeunes utilisent notamment les concepts paradigmiques de violence dans leurs textes de hip-hop et consorts, est-ce que justement cette utilisation exagérée de la violence ne pourrait pas porter préjudice pour les formes de continuité structurelle historique de l'État? C'est la question plus... Est-ce que je prends plusieurs questions et je réponds au fur et à mesure? Hein? Peut-être rapidement, en parlant de résistance, il faut comprendre en fait que quand on parle de musique populaire, on parle de quelque chose qui réfléchit la société. Peut-être que la société n'est pas aussi pacifique qu'on se la souhaiterait. Et encore une fois, il y a un lien qui est très difficile à démontrer entre ce morceau à appeler à telle réaction. Ça, c'est une des difficultés les plus cinglantes dans tout ce qu'on appelle les communication studies, de démontrer l'impact d'une musique sur le comportement d'un individu. Ça attribue beaucoup de pouvoir à la musique. Elle a un pouvoir, mais c'est très difficile à démontrer que parce que j'ai écouté ce texte, j'ai décidé d'employer des méthodes plus violentes. Mais je pense que au cœur en fait de ma réponse, c'est la musique populaire réfléchit ce qui est. S'il y a de la violence, s'il y a de la misogynie, s'il y a un manque de diversité, c'est aussi quelque part parce que la société donne à voir cela. Je tiens également à distinguer résistance de violence. On ne résiste pas forcément de manière violente et il peut être très sain de résister à quelque chose de profondément injuste. De résister à la violence, en quelque sorte. Bonsoir, merci pour votre intervention, très intéressante. Alors moi j'avais une question, je suis gabonaise, même si je vis ici, je travaille ici. À cause d'une absence de droit d'auteur, qui est une question conjoncturelle, mais c'est aussi une sorte de politique de l'usure au Gabon. On n'a pas que les auteurs, les écrivains, les artistes vivent de leur art. Il se trouve que souvent, de vrais bons rappeurs engagés finissent par être politisés. Donc ils sont sous la houlette d'hommes politiques et chantent finalement leurs louanges. Ce qui permet quelque part qu'ils puissent avoir des revenus, parce que c'est beau de faire du rap, mais en fin de compte, la musique, si c'est une passion, ce serait aussi bien que ça devienne une profession. Ma question est de savoir qu'est-ce que vous pensez de ces rappeurs-là qui, pour des raisons contextuelles, choisissent de faire du rap politisé. Est-ce qu'on peut les inclure comme étant des voix d'issue autonomes, menant à une sorte d'autonomie dans l'industrie musicale ou dans une sorte de politique culturelle, à leur manière? Alors, déjà, je ne suis pas dans une posture de jugement. Donc, chacun se cherche, chacun brouille pour son niveau. Maintenant, cette logique, plutôt qu'un rap politisé, d'appeler ça comme ça, j'appellerais plutôt une musique qui est cooptée. On peut vendre sa musique à différents escients, que ce soit pour utiliser une musique qui va être pour vendre de la lessive, qui va participer dans toute cette industrie d'agrégation musicale, que ce soit pour illustrer un film, que ce soit pour illustrer une publicité, que ce soit pour illustrer
quoi que ce soit, ou pour illustrer un parti politique. C'est un choix. Je pense en fait la question qui est la plus importante dans votre réflexion, c'est cette question de comment on peut vivre à partir de sa propriété intellectuelle, parce que c'est cette forme de propriété-là dont on parle, dans un contexte qui ne favorise pas forcément une logique de marché, c'est-à-dire reconnaître la dimension marchande de ce bien-là et équiper un cadre qui rétribuerait de manière efficace cette profession. Et ça, donc, c'est des questions encore une fois, institutionnelles, mais comme je l'ai précisé, on a quand même hérité d'un bagage assez fort en termes de l'échec marchand de ce secteur-là. Et on a choisi aussi d'investir plus ou moins dans la structuration de ce secteur pour qu'il ait un cadre favorable à son épanouissement. Après, des bardes qui ont chanté, ça a existé de tout temps. Encore une fois, j'insiste quand même sur le côté choix, parce que c'est pas tous les artistes qui vont décider de se laisser coopter. Le risque est là, mais il y a un choix qui est fait à un moment donné. Et dans beaucoup de ces professions en fait culturelles, on se rend compte qu'on va souvent alterner différents types d'activités. Une activité plus lucrative et une activité plus esthétique. Je donne un exemple. On peut être producteur musical, produire de la musique, décider de produire des artistes et utiliser un studio pour en fait enregistrer des spots télé, des spots radio. On équilibre les voies. C'est pas l'idéal, c'est des stratégies, encore une fois, de survie dans le contexte dans lequel on se trouve. Merci pour la présentation. Je voulais juste faire un commentaire, question peut-être. C'est d'abord sur le rapport de nos sociétés avec l'artiste, d'une manière générale, et un rapport ambigu avec l'artiste, avec les hommes et les femmes de culture. Et ce qui fait que, et je pense que dans cette hiérarchie, les hip-hop est la catégorie la plus concernée ou la plus indexée. Et souvent, les politiques, entre autres, utilisent ce rapport ambigu pour délégitimer les discours. Surtout dans le hip-hop, surtout le hip-hop engagé. Et je voulais savoir par rapport à vos recherches, est-ce que vous avez pu regarder ces éléments-là et si vous avez des commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples en fait? Ne serait-ce que la réaction des hommes politiques vis-à-vis des artistes, les acteurs du hip-hop, ça ce sont mes mots, les marginaux, des gens qui sont en marge de la société, qui sont des gens qui ont échoué partout, des gens qui ont échoué partout, et que en fait le rap, le hip-hop, c'est vraiment la dernière alternative qu'il en restait. Je pense que ce n'est pas seulement au Sénégal, mais peut-être dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'était mon premier commentaire question. Le deuxième, c'est par rapport à l'affect dont vous avez parlé, et que le monde du hip-hop a quelque part une communauté d'affect, en parlant de la gestion communale, et qu'il y a un soutien, je reconnais tout ça, mais je suis aussi tentée de dire que c'est le monde où aussi on se fait le moins de cadeaux, dans la mesure où, contrairement
aux autres genres musicaux artistiques, c'est là où il y a moins de civilité. Il y a plus de violence dans les rapports. Je voulais aussi savoir par rapport, est-ce que c'est aussi un élément que vous avez pu, qui vous a intéressé ou vous avez pu observer dans vos recherches sur le hip-hop? Et ça, c'est pas seulement le hip-hop sénégalais, Galsen, mais je pense que d'une manière générale, c'est le hip-hop en général, je pense. Et donc, aussi, est-ce que cet affect-là aussi n'a pas un double visage? Je vais commencer par répondre par la deuxième question. Je ne sais pas s'il y a plus de violence dans ce champ artistique que dans d'autres. Et je pense que la question de perception, et ça se lie en fait avec votre première question, est très importante ici. La notion de challenge dont j'ai parlé apporte également une notion de défiance, une notion de battle, une notion parfois qui prend la tournure de clash, mais qui veut, qui consiste à affirmer sa singularité dans son style, dans son action, dans son expression artistique. Je ne sais pas si dans d'autres courants musicaux, l'individualité n'est pas tout aussi, l'individualisme qu'on peut retrouver n'est pas tout aussi affirmé et tout aussi violent. Si c'est par rapport, encore une fois, au langage. Alors, je parlais tout à l'heure d'un langage populaire, beaucoup, et un langage à la fois populaire et à la fois accessible à différentes générations, mais pendant très longtemps également une génération jeune. Ce que j'essaye de dire, en gros, c'est comme pour, à une certaine époque, on pouvait écouter certains genres musicaux en se disant c'est du bruit, c'est des musiques sataniques, c'est ce qu'on a pensé du rock, c'est ce qu'on a pensé du jazz. La question de perception est assez importante dans la compréhension du genre musical. Et encore une fois, elle peut, en prenant une posture de, comment dirais-je, sans jugement mais de compréhension, on a au sein de ce mouvement-là des codes qui incitent au surpassement, cette notion encore une fois de challenge, de battle. Ça peut paraître quelque chose d'assez violent vu de l'extérieur, mais ça peut être également quelque chose d'assez émancipateur et nourricier vu de l'intérieur. Après, oui, il y a des violences comme il y a des violences partout. Encore une fois, si on parle de musique populaire, on parle vraiment de musique qui s'accorde, s'engage dans le contexte social dans lequel elle s'inscrit. Vous regardez le statut de la femme, vous regardez le statut des jeunes. On discutait avec nos jeunes créatifs. On est quand même, veut pas, dans une société qui reste relativement gérontocratique, donc gérée par les vieux où les jeunes n'ont pas grand-chose à dire, et une société où les femmes ont des devoirs, regardent bien, voilà, on a des attentes différentes par rapport aux gens. Ça relève, et pour revenir maintenant à la première question, cette question de perception sociale, je pense encore une fois, c'est une posture qu'on choisit de prendre. On choisit de voir, de lire un mouvement de jeunes qui, comme disait Madame Duchamp, où on décide de lire un mouvement de jeunes qui rassemble des jeunes, qui offrent
un discours qui vulgarise au sens noble le discours politique et donc le rend plus accessible à une partie de la population qui est bien souvent complètement déconnectée. La politique, ça ne me concerne pas. On choisit la posture par rapport à l'autre. Je vais passer de l'autre côté de la salle. Vas-y, en attendant. Merci. Merci Jenny pour cette belle exposé en Lopava. Je travaille à Afrique Globale, l'association Malais Dakarois, je suis spécialisé dans le hip-hop et les cultures urbaines depuis 10 ans. En fait, moi, je voulais juste rappeler quelque chose pour moi qui est assez fondamental qui s'est passé dans ce pays depuis l'avènement de Y'en a marre en 2011. Donc il y a des choses qu'on a remarquées, notamment, pas forcément, je ne vais pas appeler ça une prise de conscience de la part des autorités, c'est ça qui va être ma question. On a eu, après le succès de Y'en a marre, on a eu, bon, les gens commencent à s'interroger. Parce que pour marcher dans la rue, parce qu'il y a pas que des rappeurs, il y a des journalistes, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des gens qui n'ont pas forcément une affiliation avec l'agriculture. Mais pour moi, il y a de toute façon, ça a toujours fonctionné comme ça. Vous êtes rappeur, vous êtes là. Moi, je prends la pour partout, les gens disent, ah, les gars, big up le travail bien fait, alors qu'on est sympathisants de Y'en a marre, mais on n'est pas des amis, etc. Et je peux observer quelque chose assez intéressant et inédit en plus, c'est-à-dire que pour marquer inédit, c'est-à-dire l'Union européenne qui s'est réveillée un bon jour pour créer un fonds spécial pour les cultures urbaines. Bon, ici aussi, il faut comprendre l'expression culture urbaine, à 90%, ça se réfère au hip-hop. Exactement, donc ça, on est d'accord là-dessus. Après, il y a notre ministère de la Culture qui crée un poste de conseiller technique pour les hip-hop, pour les cultures urbaines. Une année plus tard, un chargé de mission à la ville de Dakar pour les cultures urbaines. La maison des cultures urbaines arrive, et récemment, on a le fonds de développement des cultures urbaines. Et tout ça s'est passé après 2011. Donc moi je m'interroge, est-ce que c'est forcément parce qu'il y a une volonté politique dans le vrai sens du terme pour soutenir le secteur du hip-hop et des cultures urbaines, ou simplement c'est ce que le journaliste Philippe Cachin, qui va aussi intervenir ici, appelle l'art de négocier et gérer la tension sociale. Est-ce qu'on est dans ça, ou bien on a en face de nous des autorités politiques qui, honnêtement, ont juste envie de soutenir ce mouvement qui fait quand même 3 000 groupes de rap pour 12 millions d'habitants. C'est ma phrase fétiche, chez eux, un groupe de rap pour 4 000 habitants. On fait mieux que les pharmacies. Merci. Déjà, merci, parce qu'il est important de reconnaître le chemin qui a été accompli. C'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure de l'insurgence à l'institutionnalisation, il y a eu des réactions et une attention portée à ce champ-là, au secteur, que ce soit au niveau national ou urbain, ou même international. Je me rappelle, pendant Festa 2H, une conférence du BREDA, donc du bureau de l'UNESCO, portant exactement sur ces questions-là, et parlant de la convention dans un lieu qui est des cultures urbaines, le Festa 2H. Alors, également, comme on en discutait avec nos fellows aujourd'hui, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. On est dans un monde de nuances et l'intérêt peut être multiple. Bien évidemment, cet intérêt peut partir et doit partir d'une volonté politique. Ce n'est pas tous les politiques qui ont choisi d'accompagner quelque chose qui fonctionnait. Maintenant, ça ne suffit pas. Il y a également l'administration publique se situe également dans un contexte où elle doit délivrer, où elle doit répondre de ses citoyens, en tout cas répondre, assurer les services publics. Assurer un service public, exactement, c'est un service public.
Et de temps en temps, on se réveille en se disant, bah, peut-être il est temps de... Donc je pense que c'est important de voir que ça peut être l'un et l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. Et bien souvent, il faut ces deux choses. Il faut une certaine volonté politique, donc arriver à avoir quelqu'un qui a un certain répondant en face, à avoir une institution qui a un certain répondant en face, qui a une certaine attention, qui a une certaine écoute, vraiment écoute attentive, mais également reconnaître que ça ne va pas être de la charité, ça va être dans leur intérêt. Mais ça, du coup, c'est quelque chose qui peut jouer en la faveur des opérateurs culturels et des opérateurs de la société civile. Comprendre qu'au final, le challenge, ça va être d'arriver à faire de notre cause leur cause. Le moment où le politique comprend son intérêt dans le combat, dans l'action, dans l'intervention de ce que fait les opérateurs de la société civile, c'est le moment où il va s'en saisir et il va se l'approprier comme son propre combat. Ça va être sa chose. Et c'est là où, plutôt que l'art de... Comment tu as dit pour quelque chose Négocier la tension sociale. L'art de négocier la tension sociale, de gérer la tension sociale. Pour moi, l'art à développer par les opérateurs de la société civile, c'est cet art de persuasion. Comment j'arrive à faire de ma cause ta cause? D'où l'importance du langage, d'où l'importance de s'équiper d'outils pour essayer de, si ce n'est un temps, parler la même langue. Comment on peut arriver à avoir un commun, à avoir quelque chose sur lequel on peut collaborer, se réunir, même si c'est un temps ponctuel. Ça ne veut pas dire un mariage pour la vie. Il y a aussi une contradiction à l'esprit hip-hop qui demande toujours de formater tout ça. Ici, les gens ont tendance à dire ça en Wolof, à Mikel-Tchelen. Ils mettent ça dans la tête des gens, et après, c'est eux-mêmes qui discutent avec les pouvoirs, les autorités publiques, pour essayer de développer des fonds, des projets, des jeunes en même temps. Et là aussi, il n'y a pas forcément un écart. Et encore une fois, c'est pour ça que je disais l'importance de reconnaître que la collaboration va être clé, que le partenariat va être clé, et que you can only go so far with confrontation. Tu peux faire un mouvement, coup de poing, une alerte, mais donc cette insurgence, mais il va y avoir pour quelque chose pour un développement pérenne, un développement qui s'inscrit au long terme. La tour parle de ça, de l'art de composer. Pour moi, cet art de la gouvernance culturelle, c'est l'art de la composition. Il y a différentes notes, il y a différentes harmonies, il y a différentes paroles, il y a différents beats. Comment on peut arriver à composer une chanson où je me retrouve et où l'autre se retrouve, malgré les différentes perspectives? Est-ce qu'on peut trouver au moins juste 8 bars? Un compromis? Il ne faut pas que le compromis fasse trop mal. Il faut que chacun soit à l'aise. Mais c'est important de reconnaître qu'il va y avoir un art de négociation. Moi, pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans une situation très délicate en ce moment, avec tous les membres de la MSU, avec l'emprisonnement du maire. Certains de ses partisans, ou même Philippot, une semaine après son incarcération, postent sur Facebook pour nous demander pourquoi on n'a pas pris position sur cette affaire. Bon, on a tout simplement répondu que ce n'était pas le mandat avec la vie. C'est qu'on compatit, c'est pas cool, etc. Mais nous aussi, on a un mandat, un contrat assez spécifique. Le maire ne nous a jamais parlé en ces termes, donc on n'est pas dans ça. Mais pour beaucoup de gens, à la rue, ou même dans la rue, ils s'interrogent.
c'est là où c'est un peu compliqué. Souvent aussi, on n'est pas trop confortable dans ces genres de situations aussi. Et je peux comprendre, et je peux comprendre tout à fait. Je comprends tout à fait le côté délicat de la position. Maintenant, s'engager sur un aspect ne veut pas dire, comme je disais tout à l'heure, c'est pas mariage à vie, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Non, c'est pour ce business-là. Allez, pardon. Oui, bonsoir. Merci d'abord pour cette présentation. Moi, j'ai deux questions. La première, elle va dans le sens des politiques culturelles, au Sénégal. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on n'en a pas, qu'il n'y a pas de politique culturelle au Sénégal. Beaucoup de personnes, que je dirais, répètent cette, comment dire, disent tout le temps qu'on n'a pas de politique culturelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà eu à voir ce document qui existe bel et bien, même si elle est obsolète? Allô? Allô? Pas trop proche parce qu'en fait ça fait. C'est bon? Voilà, donc ce document existe même si elle est obsolète. Est-ce que vous en avez vu? Est-ce que vous avez pu le feuilleter? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est sous mesure ou bien voilà, elle a été faite par un groupe et voilà, imposée à d'autres? La deuxième question va aborder un peu dans le sens de Amadou. Est-ce qu'il y a vraiment aussi cette collaboration entre les politiques pouvoir politique et les acteurs? Vous avez cité le cas de la maison des cultures urbaines. Donc, collaboration sur les politiques culturelles, je veux dire. Vous avez cité la maison des cultures urbaines qui, pour moi, rentre plus dans la collaboration afin de mettre en place un outil, des mécanismes d'épanouissement esthétique. Ou bien voilà. Est-ce que vraiment il y a cette collaboration-là entre les acteurs et les pouvoirs concernant les politiques culturelles? Je commence par la deuxième question. Je pense que les plus à même à répondre sur le processus de collaboration et de création de la MCU, ce sont les acteurs qui sont là. Mais au final, on a quand même un lieu étatique investi de forces vives de la société civile pour la chose des cultures urbaines. Pour moi, c'est une collaboration de fait. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pas forcément quelque chose qui a été ni facile, pas fastidieux, ni quelque chose qui est toujours acquis. On voit, comme Amadou vient de le souligner, il y a encore des challenges de taille à dégager. Donc la collaboration, c'est pas forcément quelque chose qui va être, comment dirais-je, formalisé et puis stabilisé dans le temps. Elle va évoluer. C'est trouver en tout cas cet espace de dialogue pour un projet particulier, une question particulière à un moment T. Bon. En tout cas, de ma perspective, oui, la MCU, c'est une collaboration entre institutions publiques et institutions et forces vives de la société civile. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas du tout la science infuse et je ne suis pas... on parlait de diversité des perspectives. La politique culturelle du Sénégal, je n'y ai pas eu accès. Alors, pour un document public, c'est quand même un défi de se rendre compte qu'il n'est pas accessible au plus grand, à la majorité des citoyens. Je ne vis pas à Dakar, je ne vis pas au Sénégal, donc ça implique pour moi un accès numérique, digital.
et c'est pas quelque chose auquel, encore une fois, j'ai eu accès. Donc, si vous l'avez, on fait tourner. On prend une dernière question. C'est déjà le micro. Allez, ça va être... Mais nous, on veut vraiment notre science infuse, là, dont vous parlez. Ah non, j'ai pas, hein. Oui, Fadel, pardon. Vous avez dit que vous n'en avez pas. Mais nous, c'est ce qu'on veut, en fait. Et c'est ce qu'on attend un peu pour avoir observé la scène du peuple à travers le continent. Et on recherche ça, on veut. Voilà, cette position de Louis Sénéni, ni noir ni blanc, c'est bien, mais je pense que vous pouvez aller plus loin. Je dis ça parce que j'ai envie de vous poser cette question. Parce que vraiment, est-ce que le hip-hop est révolutionnaire? Ou bien c'est juste un petit phénomène de la société, comme à l'image de toutes les autres raisons populaires? Si elle est révolutionnaire, ouais, c'est juste c'est pour les limites. Y a-t-il une limite d'abord? Y a-t-il une limite? Et où est-ce qu'on pourrait le contenir? Parce que je pose cette question par rapport à la première question de madame qui demandait ces musiciens qui vont aller voir qui sont cooptés. Vous avez dit qu'ils sont cooptés? Oui. Ils sont cooptés, donc est-ce qu'ils sortent du mouvement si vous les mettez dans la société civile? Parce que ce que j'ai compris par la suite, les deux, oui, les forces vives de la société civile. Donc est-ce qu'ils sont plus hip-hop? Voilà. On veut que vous allez plus loin dans la... On veut, c'est un bon généralisé. Je veux alors. Merci. Le jeu est puissant. Je réponds et je reviens. Quand je dis que j'ai pas la science infuse, c'est encore une fois pour insister sur l'importance des perspectives diverses et variées. Que c'est mon interprétation à partir de mon expérience. Qui ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Maintenant, oui, mais alors ça, bon courage. Hein. Je sais pas, je sortais tout à l'heure à Neufelo, une citation de Thierry de Bocard. Ma vérité, ta vérité ne sont qu'une parcelle de la vérité. J'apporte la mienne. Pour répondre par contre à ta question, à votre question, je ne crois pas que le mouvement hip-hop est uniforme et homogène. Je ne crois même pas qu'un artiste, dans sa production artistique, est uniforme et homogène. Et je crois que, encore une fois, avoir l'un ou l'autre, c'est des approches binaires qui ne vont pas nous amener suffisamment loin. Et qu'il est important d'amener de la nuance. Comment composer avec les différentes factions de la société, leurs différents intérêts, leurs différentes perspectives et leurs différentes approches. L'art de la composition. Et même au sein de ce mouvement qui peut avoir des tendances révolutionnaires, extraordinaires, il y a des tendances absolument pas du tout émancipatrices et complètement ancrées dans un conservatisme de derrière. Ça, c'est ma vérité. Voilà. Yes. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Mahamad. Je voudrais prendre une certaine liberté pour vous dire que vous êtes très très jolis. Je l'avais ici, je voulais le dire. C'est important. C'est ça. Donc, si on revient un peu, parce que je voudrais un peu taquiner Fadel qui a un peu parlé dans son propos de phénomène. En 2018, le hip-hop aura 30 ans. Un phénomène, c'est quelque chose qui vient et qui passe, éphémère. On aura 30 ans, le hip-hop aura 30 ans au Sénégal, en 2018. Donc pour revenir un peu à la musique hip-hop, comme lieu de formation, moi j'ai retrouvé la confiance avec le hip-hop. J'ai été à l'université, j'ai été dans les écoles, mais je ne pouvais jamais m'exprimer. Mais quand j'ai eu contact avec le hip-hop, ça m'a permis de me libérer, de m'émanciper. C'est très important. Et quand vous dites également négociation d'identité, moi je dirais non.
c'est plutôt une acceptation identitaire. C'est un langage artistique qui transcende la question de l'identité. Il y a également, vous avez parlé de la politique du rythme. Moi, je dirais que c'est très intéressant, mais j'irai plus loin en parlant de la diplomatie du rythme. La diplomatie du rythme, pourquoi? Parce que ça nous amène à négocier la tension sociale dont on vous parlait pour éviter la violence. Parce qu'avec Y'en a marre, en 2011, on pouvait en arriver à une violence, on pouvait prendre des armes. Mais dès que nous sommes arrivés à composer une chanson, l'hymne de Y'en a marre avec Keïti, Kouman, Djily Barda, en partant sur des mélodies de la lutte, Y'en a marre, cette mélodie est inspirée de Balagay, etc. C'est-à-dire, et ça contient la violence physique, ça te retient. Mais ça nous amène à ça. C'était une belle expérience. Et je voudrais un peu revenir à culture politique et politique culturelle. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut influencer les décisions politiques. C'est ce qui nous amène à la MCI, c'est ce qui nous amène au Fonds de développement des cultures urbaines. C'est ce qui nous amène au Fonds de développement des cultures urbaines, c'est ce qui nous amène à l'Union européenne qui dit oui, les cultures urbaines. Matador, je l'aime bien parce qu'il refuse de dire culture urbaine. Il dit que je reste, que je vais dire hip-hop. Parce que culture urbaine, c'est l'appellation politique. C'est pour dire, en fait, il faut quand même être correct que nous, politiciens, nous, académiciens, nous, universitaires, nous ne pouvons pas dire hip-hop. Nous allons trouver un mot assez approprié, assez correct pour dire culture urbaine. Mais Matador, il continue à être orthodoxe dans ce sens en disant que moi, je continuerai à dire hip-hop, je ne connais pas ce que c'est que culture urbaine, il faut l'accepter et c'est véritablement vrai. Mais le véritable problème, c'est que nous arrivons à provoquer des changements avec nos textes. Nous arrivons à proposer de la formation, à dire qu'il y a de nouvelles générations. Les DJing, on ne l'apprend pas à l'école, on ne l'enseigne pas à l'école, on n'enseigne pas les graffitis à l'école, etc., etc. Il y a une plateforme, il y a aujourd'hui le journal rappé, une autre manière de présenter le journal. Et jusque-là, ça nous amène à changer beaucoup de choses. Macky Sall dit, écoute, il faut prendre en compte il faut mettre de l'argent. Maintenant, on met de l'argent, ce sont les mêmes acteurs du hip-hop qui disent, de par leur égocentrisme, en disant, écoute, je ne touche pas à ces fonds, je suis le seul rappeur, on ne me voit jamais dans le bureau. Comme si entrer dans un bureau serait une honte, etc. Il y a aussi ce problème des acteurs du hip-hop qui refusent d'assumer les résultats de leur combat. Parce que quand même, on arrive à des résultats. Le Fonds des cultures urbaines, c'est un acquis. La maison des cultures urbaines, c'est un acquis. Mais maintenant, pourquoi les rappeurs, les acteurs de cette culture n'assument pas leurs responsabilités? En fait, ils sont beaucoup plus intéressés par leur populisme, parce qu'il y a cet aspect très populiste dans le hip-hop, qui en fait renvoie tout à nos propres personnes, à nous, en disant de toute façon, quand tous les rappeurs sont allés voir Macky, moi je suis resté chez moi. Alors que ça ne règle pas le problème. Le mouvement Y'en a marre a fait énormément de choses, même si aujourd'hui tout le hip-hop se retrouve derrière Kémy Séba pour dire oui, c'est le guerrier. Alors qu'il y a Y'en a marre depuis longtemps qui fait mieux que Kémy Séba. C'est quand même important de le dire. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il n'y a pas vraiment de questions, mais j'accueille. Il y a un désir d'intervention derrière, je pense que peut être très important. Je pense que on bénéficierait à... Voilà, je passe le micro. Merci pour cette discussion de la démocratie. On parle de marginaux qui sont restés derrière.
Puisque c'est la fin, je voulais poser 2 ou 3 questions, pas à vous. Merci, merci. Avant qui a tout fait et qui dit des choses qu'il faut vérifier. Juste une phase par rapport aux 4 minutes de la. 3 minutes. Aux 3 minutes. Ça a évolué, mais dans l'autre sens. Oui. Il y a 20 ans, c'était 4 minutes. Je me demandais où étaient les chiffres, où vous trouvez les chiffres. J'avais su. Maintenant, c'est 3 minutes. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais pour moi, c'est très bien. Parce que ça veut dire que l'enjeu n'est plus de parler de chiffres. 3 minutes pour bloc, ça n'a plus de sens, véritablement. Surtout qu'on vient de parler de Yarama, qui dans ma compréhension, dans les esprits, je crois que Yarama a servi à l'université. Ça transcende très loin l'histoire de l'Ougla. Moi, j'allais la question parce que je voyais au moins une dizaine de fois, il y a plus, des médecins, des lutteurs, etc. Donc, sauf si c'est un élément de négociation, c'est dans un contexte précis. Parce que quand on parle de négociation, il faut bien que ça soit, c'est dans les deux sens qu'on négocie. Et ça peut être un élément de négociation dans un bureau précis ou dans un ordre de jour précis. Mais pas plus. L'autre aspect, c'est sur le rapport, vous avez très bien posé sur les questions de ce type. Est-ce que le rapport est une question politique, est-ce que c'est un mouvement électoral? Je pense que vous avez parfaitement raison. On va voir les choses de façon manichéenne, comme cela. Et justement, je crois que c'est un des pièges. Souvent, on détache l'analyse qui porte complètement du contexte sénégalais, ouest-africain, etc. Or, il y a des éléments qu'on ne peut pas comprendre si on les inscrit pas dans le contexte local, qu'ils soient au point de vue esthétique, qu'ils soient au point de vue social, qu'ils soient au point de vue politique et économique. L'analyse sur l'industrie culturelle, tout cela, la question de l'approche, mais ce n'est pas nouveau. Il y a 30 ans, des gens sont levés parce que l'État ne faisait rien du point de vue de l'investissement musical. C'est les artistes qui ont créé des studios.